Le mois de novembre, ça a été un petit peu compliqué pour moi au niveau de l'emploi du temps, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me plier aux exigences de l'actualité et à vous sortir ce contenu si rare et si original qu'on appelle la critique cinéma sur YouTube en temps et en heure. Sauf que le cinéma, lui, il est très loin de s'être arrêté et qu'il y a tout un tas de films qui sont sortis ce mois-ci, des bons en plus, dont il est intéressant de parler. Et c'est exactement ce qu'on va faire en compilant 4 critiques en une seule vidéo qu'on va appeler Bilan cinéma du mois de novembre, parce qu'on a beaucoup d'imagination. Et avant d'attaquer les critiques en question, je tiens juste à préciser que je ne vais pas parler du J'accuse de Roman Polanski dans cette vidéo, tout simplement parce que je lui ai déjà consacré une vidéo entière à part, que vous pouvez retrouver en fiche là. Et c'est parti, on commence avec The King, film réalisé par David Michôd et sorti sur Netflix, qui nous raconte, en adaptant des écrits shakespeariens, l'histoire de la guerre de Cent Ans. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité au moment de la sortie du film, mais il se trouve que The King a été accompagné d'une mini-polémique concernant la représentation des Français et de leur rôle durant la guerre de Cent Ans. Et comme d'habitude, les bons vieux représentants du pays du fromage que nous sommes, on n'était pas contents, parce qu'on trouvait qu'on avait été représenté de façon injurieuse et dégradante. Sauf que dans 99% des cas, et vous vous doutez bien que ces statistiques sortent d'absolument nulle part, les critiques à l'encontre de la représentation des Français dans ces films ne tiennent absolument pas compte des ambitions artistiques qu'il y a derrière le projet, et qui justifient toujours la façon dont les Français sont dépeints dans le film. En l'occurrence, The King est donc le récit de la guerre de Cent Ans, du point de vue des Anglais, adapté des textes de Shakespeare. Et si vous ne le saviez pas, Shakespeare n'était pas un auteur qui était particulièrement connu pour sa francophilie. Alors du coup, je pose la question, est-ce vraiment patriotique de faire de la polémique sur une attaque xénophobe du XVIe siècle ? Les commentaires sont là pour ça. Surtout que, le problème de ces polémiques, c'est que, encore une fois, et vous voyez bien parce que c'est exactement ce que je viens de faire, ça nous éloigne du sujet principal, à savoir le cinéma. Parce que The King, avant d'être un brûlot anti-français, c'est d'abord un film qui a des ambitions artistiques, et c'est ça qui devrait nous intéresser. D'autant plus que The King, pour le coup, c'est un putain de moment de cinéma. Il faut dire que c'est réalisé par David Michôd, et qu'il fait partie de ces mecs qui ont du style, et qui n'ont pas peur de nous en foutre plein les yeux. Et personnellement, si je devais résumer son style de mise en scène à lui, je dirais que c'est comme un souffle désertique qui embrase un monde aride et couvert de suie crépusculaire qui menace constamment de basculer dans une apocalypse mélancolique. Je ne déconne absolument pas, c'est vraiment la filmographie d'un réalisateur que je vous recommande pour le coup. Et si jamais vous voulez regarder le film qui cristallise le plus toutes ses intentions de mise en scène, regardez The Rover. C'est pas forcément un film que j'apprécie, mais en tout cas c'est un putain de film marquant. Je vous résume le projet de la façon dont moi je l'ai perçu. On m'a dit David Michôd et guerre de Cent Ans, j'ai répondu fais-moi l'amour tout de suite. Et c'était une putain de partie de jambes en l'air parce que The King a du souffle. Un putain de vrai souffle de cinéma. Et personnellement, ça commence à faire des mois, voire des années que j'attends ça d'un blockbuster, putain. Sauf qu'il est sur Netflix, donc pas de séance sur grand écran. Et en regardant la beauté des cadres, le soin apporté à la photographie, l'ambition de la reconstitution visuelle aux petits oignons, et en sentant ce souffle de mise en scène apocalyptique me parcourir, ça m'a rendu triste. Voilà. Mais le débat sur la chronologie des médias, c'est pour une prochaine vidéo. Toujours est-il que The King, c'est beau, c'est grandiose, ça parvient à marier grand spectacle et tragique shakespearien, c'est atmosphérique à souhait tout en ne tombant jamais dans le pur contemplatif dans lequel pouvait tomber par exemple le film Macbeth avec Michael Fassbender. Bref, c'est excellent et c'est le seul film Netflix avec Okja que je range dans cette catégorie parce que pour rappel, je n'ai vraiment pas réussi à surmonter mon ennui incommensurable devant Roma. Et si vous me le permettez, je vais également prendre quelques instants pour m'excuser de façon totalement virtuelle et imaginaire auprès de Timothée Chalamet, parce que lorsqu'on m'a dit « Timothée Chalamet va jouer un chef de guerre dans un film de David Michôd », j'ai pensé « Bah non ». Et pour le coup, jusqu'à ce que je regarde le film, j'étais vraiment persuadé d'avoir droit à une erreur de casting. J'y croyais absolument pas, et le fait est qu'il est absolument excellent, et tous les acteurs de façon générale sont excellents, même Robert Pattinson, qui joue un personnage français détestable, mais qui est assez drôle. Il arrive vraiment à donner une aura hyper particulière au personnage, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands acteurs. Et Robert Pattinson est un grand acteur. Bon, c'est peut-être pas son personnage le plus intéressant, mais je l'ai trouvé très bon. Et pas de quoi faire toute une polémique. Alors après, je vais pas vous mentir, je manque peut-être un petit peu d'objectivité vis-à-vis de ce film, parce que je ne fais que lui jeter des fleurs et chanter ses louanges, mais le fait est que personnellement, je déteste les films en costume, donc à chaque fois que j'en vois un qui arrive à mal paguer au visionnage, je crie sur tous les toits combien je l'aime, et je l'aime d'autant plus que je m'attendais à le détester. Et surtout, ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant kiffé un film à grand spectacle, un film qui avait un tel souffle, qui avait une telle ambition de cinéma, et qui avait un tel talent de cinéma. The King, au-delà des polémiques stupides, c'est un super bon film de grand spectacle, et je vous encourage vraiment tous et toutes à le regarder. Suivant!
La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos, est sorti le 6 novembre. La cocaïne est un moyen d'expression cinématographique comme un autre, et à l'instar de Martin Scorsese, Bedos en a pris de la cocaïne. Ceci dit, pour mener jusqu'au bout un projet tellement démesuré dans le paysage cinématographique français, un petit peu d'excès, c'est pas de trop. Le film nous raconte l'histoire d'un sexagénaire joué par Daniel Auteuil qui est totalement inadapté à la vie moderne et qui décide, en faisant appel à une entreprise de reconstitution et de mise en scène, voilà, de replonger dans les années 70, moment où il a rencontré son épouse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bedos, il y va pas avec le dos de la cuillère. Nous avons ainsi droit dans la mise en scène et dans le scénario à un joli mix and twist de mise en abîme, de réflexion sur la nostalgie, sur la pertinence du fantasme et du fait de lui donner vie, sur la place du virtuel dans l'existence, le tout monté avec une brutale envie de pisser et des mouvements de caméra partout. Et il faut qu'on rajoute à tout ça une bonne grosse diarrhée verbale incessante teintée d'une mordante ironie, ce qui fait qu'avec La Belle Époque, on obtient le film français grand public le plus ambitieux de l'année. Dans ce film, il y a énormément de choses, il y a énormément de thématiques, il y a énormément de personnages, il y a énormément de scénarios, il y a énormément de cuts, au montage c'en est limite stressant putain. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un film français qui a tellement envie de faire du cinéma qu'il en fout partout. Et qu'on prend plaisir à le voir en foutre partout. Et le fait est que je trouve pas vraiment de défaut au film. Je trouve pas non plus que La Belle Époque soit un chef-d'œuvre ou un grand film, mais c'est un film français grand public, c'est une comédie grand public, qui est écrite avec beaucoup d'ambition, et qui est surtout écrite par un vrai auteur. Et on en manque d'auteurs de comédie en France. Dans La Belle Époque, il y a de la forme, il y a du fond, il y a un propos, il y a des performances d'acteurs, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a des moments émotions. C'est vraiment pour moi le film grand public français parfait. Ça fonctionne tout du long, on voit pas le temps passer, et à la fin, on est content de l'avoir vu. Ce n'est que son deuxième film évidemment, donc peut-être que Nicolas Bedos ne mérite pas encore toute notre admiration, mais au moins il mérite toute notre affection. On fait des compliments, mais avec tout ça on oublie de passer au prochain film, Les Misérables, de Lajli. Le film est sorti le 20 novembre et immédiatement toutes les tentatives de récupération possibles et imaginables de tous les côtés du spectre politique ont commencé à fuser, ce qui nous montre bien une chose. Ce film est peut-être politique, mais en tout cas, il ne s'adresse pas à la classe politique. Est-ce qu'avec Les Misérables, Lajli a fait un film politique? Oui. Bien évidemment, oui. Est-ce que ça veut dire par ailleurs que le film est militant? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien emmerdant pour la classe politique. Parce que le propos cinématographique de Lajli n'a rien à voir avec une revendication quelconque sur les actions politiques à mener en banlieue. C'est celui d'un constat. Celui d'un triste constat. Et son action à lui, c'est celle de filmer une terre. C'est celle de filmer un pays qui est enclavé. Son pays. Un pays qui brûle, qui se consume lentement dans les cendres d'une guerre sociale larvée que personne ne souhaite mener et dont nous, tous les Français, sommes les orphelins. Il ne revendique pas, il n'édulcore pas, il ne baroquise pas non plus. Il regarde une réalité politique, une réalité sociale, une réalité culturelle, et ce regard est dur, endeuillé par le regret. Et le fait est que ce film n'est absolument pas récupérable politiquement, et que quiconque tente de le faire admet ne pas avoir saisi la subtilité de son discours. Celui de la crainte teintée de certitude qu'il n'y ait plus rien à faire. Sauf que malgré sa mise en scène inspirée et tout son talent de cinéaste qu'on sent à chaque plan, quand Lajli montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est un film difficile, crispant, claustrophobe, car construit sur une progression vers l'étouffement des décors, vers l'étouffement du cadre, vers l'étouffement des situations, mais c'est surtout un film qui est triste, infiniment triste, en plus d'en être un excellent. La salle n'a pas moufté de toute la séance, c'en était même carrément impressionnant parce que la moitié des spectateurs avaient moins de 18 ans. Les Misérables, c'est une putain d'expérience construite selon l'idée d'une mise en scène primaire, c'est-à-dire une mise en scène qui ne s'embarrasse pas de fioritures, de discours intellectuels en sous-texte, mais qui se contente simplement d'aller droit au but, d'aller droit au ressenti que le spectateur doit éprouver. Les Misérables, c'est la définition d'un film qu'on appelle sans concession. Vous savez, cette expression qui est surutilisée et survalorisée pour parler de tout et n'importe quoi, alors qu'un véritable film sans concession, c'est un film qui, lorsqu'on en sort, nous a tellement impacté qu'il nous a imposé sa vision du sujet qu'il traite. Les Misérables est un pur film sans concession. Pour une fois qu'un film mérite vraiment tout le bruit qui est fait autour, prenons le temps d'écouter ce qu'il a à dire. Non seulement parce que ça pourra éveiller les consciences politiques de certains, mais surtout parce que c'est un putain de moment
de cinéma. Et ça se refuse jamais. On parlait de grands moments de cinéma, et il est temps maintenant d'attaquer le mastodonte, dernier film qu'on chronique aujourd'hui, The Irishman, réalisé par Martin Scorsese. The Irishman, ça ressemble quand même vraiment beaucoup à un dernier film. C'en est même carrément étrange au visionnage. Il faut dire que Scorsese qui fait un film sur la mafia avec son trio d'acteurs fétiches, c'est déjà plutôt intéressant, mais lorsqu'en plus c'est le film avec la durée record de toute sa filmographie, et que ça traite la thématique de toute une existence mafieuse condensée en un seul et même film tentaculaire de 3h30, et bah ça ressemble quand même vachement à une œuvre testament. Surtout vu le plan final. Sauf qu'avant d'y arriver, les 3h30, faut quand même se les taper, et vu que Scorsese est un réalisateur qui a fait du trop son argument principal de mise en scène, c'est-à-dire trop de personnages, trop d'acteurs, trop de plans, trop de mouvements de caméra, trop de musique, autant sur un film de 2 heures, on va peut-être pouvoir prendre notre mal en patience, autant sur un film de 3h30, lorsque t'as une information, que ce soit visuelle, sonore ou scénaristique, toutes les 4 secondes, ça devient vraiment pesant. Et je vous assure que pendant le visionnage, vous allez vous mettre à râler, et vous allez commencer à sérieusement vous poser la question de pourquoi est-ce qu'il a pas coupé, putain. Et ça serait bien humain de votre part, en tout cas ça a été de la mienne, parce que, on ne le dira jamais assez, trop de cinéma, ça peut tuer le cinéma quand même. Cela dit, trop de cinéma, c'était peut-être rien de moins que ce qu'il fallait pour arriver à mettre en scène ces 70 ans d'existence d'un personnage, émaillé d'une violence cyclique, brutale, et finalement absurde. Parce que c'est vraiment une fois passé la difficile demi-heure des 2h, 2h30 de film, où là t'as vraiment envie d'arrêter, que Scorsese finit par se sublimer, et renouveler son traditionnel parcours de personnage. Vous savez, le personnage qui, par ses actions moralement douteuses, arrive au sommet avant de retomber. Ce parcours-là, il est renouvelé, tout ça en posant une question extrêmement simple et pourtant fatidique pour son cinéma. Finalement, tout ça pourquoi? Est-ce que ça valait le coup, en fait? Et c'est à ce moment-là, à la fin du film, devant cette réflexion nouvelle dans le cinéma de Scorsese, cette exploration d'une vieillesse qui s'interroge finalement sur le sens de la vie, qu'après 2h30 de films de mafieux grandioses, mais ô combien classiques, que Scorsese prend la peine de faire mentir Jacques Audiard. À partir de Casino, il fabrique des films. Il y a plus cette marque de sincérité si touchante. Je trouve que la dernière partie de ce film est une sublime conclusion à la carrière de Martin Scorsese. Elle fait de tout le film une sorte de gigantesque épilogue d'un genre, le cinéma de mafieux, qu'il a lui-même contribué à faire évoluer, qui se sait vieillissant et qui attend la relève. Je trouve ça magnifique. Parce que toute cette complexité, en fait, c'était un moyen pour Scorsese de permettre à la simplicité du message final d'éclore dans toute sa beauté. La grandeur par contraste. Et un film qui finit par vous rappeler qu'il fonctionne d'abord comme un tout cohérent, à l'intérieur duquel tous ces éléments de cinéma se répondent harmonieusement, et bah c'est la marque du grand cinéaste. Et Scorsese est un grand cinéaste, à nouveau capable de se renouveler. Je suis pas du tout en train de souhaiter que ce film ce soit le dernier de sa carrière, mais si la fin de The Irishman vient conclure tout le cinéma de Martin Scorsese, et ben moi je trouve que c'est une magnifique porte de sortie. Et peu sont les réalisateurs à pouvoir en dire autant. The Irishman, c'est un film qui, sous ses airs extérieurs de cinéma mafieux hyper classique, est en fait un film qui est putain d'exigeant avec son spectateur, qui lui en envoie plein la gueule pendant presque 3 heures de film, avant de se poser dans une dernière demi-heure qui est absolument dingue, et qui ne prend tout son sens que si on a vécu l'expérience des 3 premières heures. Et pour le coup, je pense que c'est un film qui va laisser énormément de spectateurs en dehors, parce que c'est vraiment un film d'abord qui est très long, ça pour commencer, ensuite qui pendant la quasi-totalité de son récit est extrêmement classique au niveau de son genre, et qui surtout porte en lui une idée de cinéma qui est assez insupportable pour un spectateur, à savoir traiter le temps qui passe par la mise en scène. Et la meilleure façon de faire ressentir le temps qui passe, et bah c'est que le spectateur le ressente, le temps qui passe. C'est une superbe conclusion au cinéma de Martin Scorsese, et pour le coup, on dirait vraiment qu'il a été pensé comme ça, donc je ne sais pas, à voir à l'avenir s'il continue de faire des films. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai vraiment particulièrement apprécié mon visionnage pur de The Irishman, mais je pense que c'est un très grand film de cinéma, avec beaucoup de choses, beaucoup d'idées de mise en scène, et même si c'est pas un film duquel je suis particulièrement fan à titre personnel, c'est un film pour lequel j'ai énormément de respect. Voilà.
Et quelque part, et ben la conclusion de tout ça, c'est que ce mois-ci, il y avait de grands moments de cinéma sur Netflix. Et la seule chose que j'espère, bah, c'est que ce sera plus souvent le cas. Hein les gars? Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo bilan cinématographique du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Pour le référencement, parce que oui, comme dans The King, YouTube est un champ de bataille, vous pouvez laisser un petit commentaire et mettre un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez particulièrement aimé cette vidéo, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, et même si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, parce que l'algorithme YouTube fait n'importe quoi, et que ça commence sérieusement à tous nous faire chier. Pour ceux qui auraient envie d'être au courant avant tout le monde de ce qui va se passer sur la chaîne et de mon avis concernant les films que je regarde, vous pouvez me suivre sur mes comptes Facebook, Instagram et Sens Critique, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je fais la bise aux anciens, et n'oubliez pas, viva le cinéma!